Épisode 8 de l'analyse de marché des cartes Yu-Gi-Oh! De juin 2021. Aujourd'hui, on va attaquer Dark Crisis, on va voir les opportunités, les top hitters, le potentiel de croissance du set, bref, on va tout voir en détail. Pour ceux qui nous prennent en cours de route, je vous encourage à regarder l'épisode 1 juste pour comprendre de quoi il s'agit, quelle est la signification de tous les petits chiffres qu'on voit ici, et du coup vous comprenez bien de quoi on va parler. Jusqu'à présent, on arrive bientôt au bout de cette analyse d'ailleurs, puisqu'il ne restera plus que 2 sets après, et pour ceux qui se le demandent encore une fois et qui nous prennent en route, le fichier sera en téléchargement gratuit lors du dernier épisode de la série, l'épisode 10. Donc soyez patients, vous aurez bientôt accès au fichier pour tout voir et faire votre propre analyse de marché. En attendant, on attaque Dark Crisis, c'est parti, 3, 2, 1, let's go. Indice de croissance de 107%, on a une trajectoire de moins 11%, une volumétrie de 51, une médiane de 90 $, une moyenne à 171 $, un all-time high de 90% et un potentiel de 37,25%. Hyper intéressant, ça veut dire que c'est un marché qui est en forte croissance, qui est toujours en phase de plus haut, qui reste très abordable, mais qui a une volumétrie assez faible et un potentiel assez bas dans le sens où il n'y a pas d'énormes nouvelles cartes qui rentrent pour le moment, qui est proche de ses plus hauts quand même, avec une trajectoire à moins 11%. En substance, ça veut dire que c'est un set qui a peu de top hitters, et donc qui a beaucoup de merde aussi, mais que sur les top hitters, on est clairement en pleine croissance. Donc ça veut dire qu'il va pas falloir être trop farfelu dans des cartes qui potentiellement peuvent prendre de la croissance sur Dark Crisis. Pour le moment, en tout cas, c'est ce que ces tableaux-là nous disent. Par contre, sur les cartes qui sont déjà gradées, mais potentiellement, on a de belles opportunités. Alors, je vais juste essayer de tout mettre d'un coup, parce que là, mon petit script a clairement déconné sur la mise en page. Hop, voilà, qu'on fasse pas quelque chose qui soit illisible. Nickel. Alors, sur les top hitters, qui est tout en haut. Darkmaster, Zork, tout en haut. Exodia Necros, évidemment. Vampire Lord, ouf. 1800 $, 2400 $ pour Exodia Necros. Et Darkmaster Zork, à 3000 $ le 13 mars. Ouais. Bon, je vais en toucher 2 mots juste après, mais ça semble absolument fou. Jugement d'Anubis, Dark Flyer, Dragon Berserk, évidemment. Reflect Bounder, Vampire Lord Unlimited. Didi Warrior Lady, 250 $. Bon, on voit qu'il est tiré vers le haut versus... en fait, j'ai envie de dire le top 3, hein, Vampire Lord, Exodia Necros et Dark Master Zork. Encore une fois, ça parle dans le sens où il y a peu de top hitters sur Dark Crisis, mais par contre les top hitters ils y vont assez haut. Alors que dire de ce set? Déjà Dark Master Zork. Alors autant Vampire Lord et Exodia Necros, je suis assez d'accord sur le fait qu'ils sont pricés assez cher et ils sont, je pense, dans leur prix, on verra juste après. Autant Zork, les mecs, 3000 $. Encore une fois, je pense que pendant le Covid, il y avait des gens qui savaient vraiment pas quoi foutre de leur thune et qui ont vraiment été prêts à acheter n'importe quoi. Si on regarde encore une fois sur les prix, hein, 3000 $, qu'est-ce qu'on aurait pu acheter avec 3000 $? Ouais, Labyrinth of Nightmare, c'est la même analyse, mais si on regarde sur Pharaon Servant, voilà, on a pu acheter un Thousand Ace Restrict, on aurait pu acheter quasiment 3 Jinzo, pourquoi pas, hein. Magic Ruler, on pourrait acheter avec 3000 $, un Blue Eye Stone Dragon, quasiment, un Relinquish, 2 Relinquish, on pourrait acheter, pourquoi pas. Metal Raiders, qu'est-ce qu'on pourrait acheter? Time Wizard en première édition. Voilà. Encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient des mauvaises informations sur tout ce qu'on voit là aujourd'hui et donc qui ont juste pas fait gaffe au prix auquel ils payaient les cartes. N'achetez pas un Zork à 3000 $, je peux vous le dire, ce serait une très très mauvaise affaire. Exodia Necros, 2400 $, pareil, je pense que c'est ultra cher dans le sens où on rentre déjà dans la saison 3 en fait de Yu-Gi-Oh! Donc on sort un petit peu quand même de la grosse nostalgie de Battle City et du Royaume du Dueliste. Après, ça reste quand même une carte emblématique. Je pense que 1000 $ est un prix correct, honnêtement même un petit peu sous-évalué. 2400 $ pour le moment est assez cher, d'ailleurs on voit que c'est le gros gadin du set, et ça m'étonne pas, il y a un rééquilibrage de marché qui se fait sur Exodia Necros.
Donc ouais, il y avait, je pense que 2400 $ est surpayé. Par contre 1094, il a fait une bonne affaire le gars qui l'a payé 1000 $. Vampire Lord, 1800 $, pareil, je trouve que c'est quand même ultra cher quand même pour Vampire Lord. Je pense qu'en fait, voilà, il devrait être au prix de Exodia Necros, sachant... Ouais, mais sachant que quand le mec a acheté Vampire Lord, donc en février, il savait pas que Exodia Necros serait payé 1000 $. Donc le gars, il a dû voir, s'il a fait son travail, il a regardé en décembre, il a vu qu'Exodia Necros était à 2400 $, il a dû croire que c'était le bon prix, et du coup il s'est permis de payer ça, 1800 $, alors que le all-time high était 450 $. Trop cher les mecs, trop cher, clairement trop cher. Par contre, waouh, Jugement d'Anubis. Bon, Jugement d'Anubis, il n'a pas été acheté depuis plus d'1 an. Hein. Donc là, j'ai envie de dire en termes de liquidité, bon, ça prouve qu'il n'y a pas trop de gens qui le veulent. Après, allez sous-évaluer cette carte, là, il y a du potentiel, faudra voir. Dark Flare Knight, bof. Reflect Bounder. Bon, après, je pense qu'on est dans les prix. Encore une fois, il faut regarder hein, ce qu'il y a en comparaison pour 400 $. Je suis toujours allé sur PGD parce que je pense que Farini Gordon, c'est là où on a clairement un gros retard sur le set. Tonzaloug, encore une fois, je préfère 1000 fois Tonzaloug que les cartes de Dark Crisis, quoi. On est presque à un Ring of Destruction. Donc, ouais. Je pense que Dark Crisis est un petit peu surpayé pour le moment. Quand on voit ça, hormis Exodia Necros qui a déjà subi un rééquilibrage, très attention. En tout cas, bah, là, quand je vois un petit peu la composition du set, j'irai pas du tout sur Dark Crisis pour le moment. Je pense qu'il est trop cher. Et surtout, bah, quand on regarde la liquidité du set, sur les top hitters, bon courage. Hein. Aujourd'hui, si vous devez attendre 315 jours pour vendre votre Vampire Lord, il peut clairement tout se passer entre temps. Donc ouais, pour moi, je pense que de tous les sets qu'on a vu pour le moment, c'est le plus mauvais. Et c'est celui où il y a les moins bonnes opportunités d'investissement, c'est assez intéressant. Après, il y a des très belles cartes, mais je pense qu'il est déjà au max en fait. Ça se voit d'ailleurs, tout est all-time high, il y a un indice de croissance de 107%. Il y a un très faible potentiel. Donc ouais, Dark Crisis, les chiffres parlent d'eux-mêmes. À éviter pour le moment, je pense. En tout cas, de ce que j'analyse, j'irai absolument pas sur ce set. Voilà pour l'analyse Dark Crisis. Je suis curieux d'avoir encore une fois votre avis en commentaire. N'hésitez pas à le partager. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, partagez, commentez, likez. Abonnez-vous, c'est parti pour le point de la chaîne. Rejoignez le Discord, bref, toujours la même chose. Et puis, quant à moi, je vous dis en fait à demain pour Invasion of Chaos. Je pense que ce sera le plus beau set après LOB, mais on verra ça ensemble demain. Tenez-vous accrochés, sortez les popcorn. Ça va envoyer du steak demain, je pense, sur l'analyse d'Invasion of Chaos. En attendant, écoutez, passez une bonne soirée, faites de bons investissements sur les cartes Yu-Gi-Oh! Et je vous dis à demain. Au revoir à tous.